Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle édition de Pas Content avec Tabibian. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait une interview 1-1. Et ce soir, on va parler de l'hôpital et on va en parler avec Christophe Prudhomme. Bonsoir. Bonsoir. Alors, présentation très rapide, vous êtes médecin au SAMU, vous êtes porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France et vous êtes également investi dans la vie politique en tant qu'élu France Insoumise au Conseil régional. J'ai rien oublié? Bah, c'est très bien, Conseil régional d'Île-de-France, face Ouais. à Pécresse. Ouais. Donc, présentation municipale ou pas? Au municipal, non, il n'y a pas les municipales. Pas au municipal, pardon, aux législatives À ou les pas? législatives, je devais être candidat dans une circonscription Ouais. dans Paris, mais bon, en face, il y avait Julien Bayou, donc je me suis effacé. D'accord. Ben, on posera du coup peut-être à la fin une question sur qu'est-ce que propose la FI à ce niveau-là, si jamais ça peut être intéressant pour les gens. On va faire très simple. Il y avait, je regardais souvent les questions qui revenaient dans les chats, dans les commentaires, etc. De gens qui me posent des questions auxquelles j'ai pas d'expertise pour répondre. Et il y a une vingtaine de questions qui ressortent, qu'on a un peu sélectionnées, de questions que les gens se posent concernant l'état de l'hôpital en France aujourd'hui. La première question, elle renvoie à une actualité qui est récente, qui est à Strasbourg. Il n'y a pas longtemps de ça, un homme est mort après être resté 12 heures aux urgences. Il est mort aux urgences. Il y a eu une affaire similaire au CHR d'Orléans, où pareil, à peu de temps d'intervalle en plus, une personne est morte aux urgences avant d'être pris en charge par un médecin. Est-ce que c'est quelque chose qui est fréquent dans l'hôpital français, ce genre de choses, ou c'est du fait divers, du Non, cas non, isolé? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'ailleurs à vous? Non, non, c'est très fréquent aujourd'hui. Les conditions d'accueil des patients dans les urgences sont dramatiquement graves, on va dire. Elles sont faites pour ça. Voilà. Non, non, c'est les conditions dans lesquelles on les Oui. accueille qui sont graves, qui sont gravissimes. Les patients sont en danger. Les locaux sont inadaptés, on manque de personnel. Et il y a un embouteillage parce que malheureusement, la médecine de ville est complètement désorganisée. Il n'y a plus assez de médecins en ville, ils sont mal répartis sur le territoire. Et donc, les gens, par défaut, viennent aux urgences. Donc, ils viennent aux urgences pour à la fois des pathologies qui sont bénignes, puis pour des cas graves, il faut faire le tri. Pour ça, on a mis en place des infirmières d'accueil et d'orientation qui font le tri. Mais malheureusement, dans ce tri, la médecine n'est pas une science exacte. Donc, il y a des patients qui peuvent aller bien à un moment donné, puis se dégradent ensuite. Or, un patient qui attend sur un brancard au milieu d'autres brancards, il faut savoir que les patients se surveillent entre eux, d'un brancard à l'autre. C'est ça la réalité. Pour qui passe avant qui? Non, 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 parce qu'il n'y a pas de personnel suffisant, Oui, donc les pour brancards vérifier. sont alignés, et parfois c'est un patient qui va un petit peu mieux que son voisin qui appelle en disant écoutez là, il faut venir vraiment respire parce que plus. voilà. Et donc il y a des morts régulièrement dans les urgences. Il y a des morts régulièrement parce que le véhicule du SAMU n'arrive pas. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on habite dans l'Orne, en Mayenne ou dans certains coins de la Vendée, et puis je pourrais citer d'autres exemples, quand on appelle le SAMU, c'est plus un véhicule avec un médecin qui arrive, c'est un véhicule avec une infirmière. Ah ouais? Voilà. Ben oui, parce qu'il n'y a plus assez de médecins, soi-disant. Voilà. Et donc, on met des infirmières par défaut. Là, aujourd'hui, ces derniers jours, un décret est publié pour que les pompiers puissent utiliser un certain nombre d'outils techniques qui devraient apporter un plus. Donc, c'est plutôt positif ouais. qu'ils utilisent ces outils techniques. Mais en fait, ça n'apporte pas un plus. C'est substitutif parce qu'il n'y a pas de médecin. Donc, on fait faire aux pompiers un travail qui pourrait être utile si, effectivement, on avait des outils de télétransmission efficaces et puis la possibilité d'intervention si, effectivement, le cas est grave, rapide. Mais ce n'est pas le cas. On envoie les pompiers par défaut et ils ramènent à l'hôpital. Et malgré toute leur bonne volonté et leur qualification en tant que secouristes, ils ne sont pas capables de faire un diagnostic. Et donc, c'est une perte de chance, qu'on appelle pudiquement une perte de chance. Une perte de chance sont des morts évitables. Et ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on le dit, ça fait 20 ans qu'on le dit. Ça fait 20 ans qu'on le dit. Si on veut effectivement avoir une date qui est emblématique, c'est 2003, la canicule. Déjà à cette époque-là, on a tiré la sonnette d'alarme avec Patrick Pelloux. 11 435 décès entre le 1er et le 15 août en pleine période de canicule. Un chiffre alarmant accompagné de fortes disparités régionales. Ainsi, la surmortalité a principalement frappé le centre-ouest du pays et l'Île-de-France avec une hausse de 100% par rapport aux années antérieures pour la même période. 2003, on est quasiment 20 ans après. Rien n'a été fait. Même pire, on a continué une politique qui a mis l'hôpital à l'os.
Voilà, la situation d'aujourd'hui, elle est le résultat de politiques qui ont été menées, et ces politiques, elles ont été menées de manière tout à fait organisée, volontaire de la part des gouvernements, qu'ils aient été de droite ou de gauche, avec comme objectif de réduire l'hôpital public à sa plus simple expression. On gardera un hôpital public, oui, mais très dégradé, pour les plus pauvres, parce qu'on est des bons chrétiens et qu'on ne laissera pas mourir les pauvres dans la rue, mais pour le reste, c'est le secteur privé qui doit prendre la place. Pour eux, l'hôpital, la santé, c'est une marchandise comme une autre. Voilà, on l'a vu avec les EHPAD. Les EHPAD, c'est un secteur marchand comme un autre, et on laisse des opérateurs comme RPA, Corian ou d'autres venir faire leur business. Moi, encore ce matin, j'avais 2 publicités pour investir dans les EHPAD. Ce sont des conditions inhumaines qu'a enduré le père de Jocelyne. En 2016, alors qu'il est âgé de 93 ans, Raymond entre à la maison de retraite Orpea de la Croix-Rousse. Mais rapidement, Jocelyne relève des signes de maltraitance. Bon, ça a été très rapide, 48 heures. Il m'a dit « je ne mange pas ». Je lui ai amené 6 bouteilles d'eau parce qu'il n'avait pas de bouteille d'eau non plus. Donc son évian, je l'avais mis dans sa chambre. En 15 jours, on avait des plaies à l'entrejambe, c'est pas possible. Et une escarre d'eau puisque on ne le levait pas. Donc c'est de la maltraitance pour moi. À cela s'ajoute une surveillance inexistante, de la malpropreté ou encore des bleus sur le visage inexpliqués. Chaque jour, Jocelyne est témoin de situations déplorables pour son père comme pour les autres résidents. Je l'ai prise un soir où ces gens étaient donc dans le couloir face à la chambre de papa. Je vois le monsieur nu, parce qu'il est nu. Il n'a pas de culotte, il n'a pas de slip, excusez-moi, c'est un homme. Il n'est pas censé être nu. Elles doivent partir en les mettant en pyjama, en les mettant en état de passer une nuit tranquille. C'est pas possible. Ou encore cette mamie seule par terre dans le couloir pendant de longues minutes sans que personne ne vienne l'aider. Raymond, lui, s'affaiblit de jour en jour. Alors Jocelyne tente d'alerter la direction en vain. On m'a carrément dit que c'était comme ça et pas autrement. Donc après ma plainte déposée, parce que c'est une plainte que j'ai déposée auprès de la mairie centrale, pensant qu'il ferait quelque chose puisqu'il y a un service dédié à cela, et que j'ai vu que ça menait nulle part, j'ai appelé Orpea à Paris, on m'a débouté aussi. Après 2 mois de souffrance, Raymond a pu être installé dans une autre résidence dans laquelle il est décédé quelques mois plus tard. 6 ans après, avec la médiatisation de l'affaire, Jocelyne espère bien que les choses vont enfin bouger. Si une action en justice est lancée, elle n'hésitera pas à porter ses photos au dossier en mémoire de son père. Ok, avec le fait que quand j'investis dans un EHPAD, je bénéficie de réduction d'impôts parce que c'est une niche fiscale. Voilà, donc il ne faut pas qu'ils nous disent qu'ils ne savaient pas. Ils ont créé un système qui forcément mène à ces dérives. 388 pages, 3 ans d'enquête pour un livre coup de poing. Le journaliste Victor Castanet révèle comment le groupe Orpea traiterait les résidents de leurs EHPAD. Témoignage à l'appui. Nous étions rationnés. C'était 3 couches par jour maximum et pas une de plus. Peu importe que le résident soit malade, qu'il ait une gastro, qu'il y ait une épidémie. Des accusations corroborées par d'anciens salariés du numéro 1 mondial du secteur. Ils pèsent les assiettes pour qu'il n'y ait pas trop de choses. Faut que l'assiette respecte un certain poids. De toute façon, là-bas, c'est rationné en tout, sur la nourriture, sur les protections, sur le personnel. Il n'y a rien qui n'était pas rationné. Le profit avant tout. Le journaliste critique un système organisé au sommet d'Orpea en toute impunité. Les contrôles de l'État seraient défaillants. J'ai des sources de l'intérieur qui témoignent à visage découvert, qui étaient des cadres dirigeants de l'entreprise, qui me racontent la facilité avec laquelle ils pouvaient pipoter les inspecteurs de l'État parce que les contrôleurs prévenaient à l'avance, 1 mois avant le contrôle, et donc vous aviez tout le loisir de prendre des mesures de nettoyage avant que les inspecteurs arrivent. Le journaliste aurait fait l'objet de pression. Un intermédiaire lui aurait proposé 15 millions d'euros pour qu'il arrête son enquête. Voilà, donc ce sont des fiefs et menteurs. Bien sûr, ils ne peuvent pas affirmer leurs options libérales parce que ça provoquerait une réaction, mais ils ont une stratégie tout à fait organisée et d'année en année, ils dégradent le système et à un moment donné, le système sera tellement dégradé que ceux qui ont les possibilités de trouver mieux dans le secteur privé iront. Voilà, mais il faut pouvoir se payer une assurance. Il faut pouvoir se payer ensuite les dépassements d'honoraires, voilà, parce qu'y compris les assurances ne prennent pas tout. C'est le système américain, je peux vous dire. J'ai une de mes sœurs qui est partie dans les années 80 aux États-Unis, Baba Cool, à San Francisco, elle est toujours Baba Cool, elle a le même âge que moi. Pour payer les études de sa fille, pendant 3 ans, elle a suspendu son assurance santé.
Parce qu'elle est serveuse dans un restaurant. Oui, oui. Voilà. Quand on est aux États-Unis, un smicard, il va vous dire je gagne 2000 €. C'est-à-dire ce que devrait toucher un smicard français s'il n'y avait pas les cotisations sociales. Il y a les cotisations sociales, mais il n'y a pas de charge patronale. C'est des cotisations sociales qu'on a choisi de mettre dans une caisse qui est la sécurité sociale. Quand vous êtes aux États-Unis, à vous de vous payer votre assurance santé et votre pension pour la retraite. Avec 2000 €, vous dépensez tout pour vivre. Donc voilà, vous n'avez plus rien. Et donc, comme on garde quand même quelques hôpitaux publics, mais très dégradés, bon voilà, quand elle a accouché, ma sœur, elle est rentrée le matin, elle est sortie le soir. Hein. Parce que son assurance... C'est arrivé à des amis en France. Voilà, son assurance, oui, mais pour des raisons financières. Parce que son assurance lui prend en charge que l'acte, l'accouchement, et la surveillance post-accouchement limitée. Si elle reste plus longtemps à la maternité, c'est elle qui doit payer. En avril 2017, Drew Calver, professeur d'histoire à l'université, est victime chez lui d'une crise cardiaque. Son voisin l'amène à l'hôpital le plus proche. Voilà, là c'est l'entrée des urgences. Comme la majorité des Américains, Drew Calver souscrit à une assurance privée. Il se dit donc qu'il est forcément pris en charge. J'ai quand même demandé en arrivant, je suis bien couvert ? Je suis bien dans le bon hôpital, avec la bonne assurance ? Et tout le monde m'a dit oui. Et puis, c'est une urgence. Après une semaine d'hôpital et un pontage, Drew Calver rentre chez lui. La facture arrive quelques semaines plus tard. Je vois les 109 000 $ et je me dis non mais c'est pas vrai, je ne vais pas payer ça. 100 000 $, soit 89 900 € à la charge du couple, car leur assurance refuse de payer. Elle explique qu'elle n'a pas d'accord financier avec l'hôpital, même pour les urgences. En fait, l'assurance a un réseau d'hôpitaux où on est censé aller et il ne faut pas se tromper. Mais en cas d'urgence, on nous avait dit « allez où vous pouvez » parce que c'est une question de vie ou de mort. Le couple passe la facture en revue. Prise de sang, médicaments, tout est détaillé. Le plus coûteux, 4 petits ressorts posés dans les artères de Drew, ce qu'on appelle des stents. Une technologie courante, mais facturée ici 42 000 $, soit 38 000 €. On a regardé et le prix moyen, c'est 1 000 $ les 2 stents. Ils ont donc multiplié le prix par 20. Ils nous ont dit que c'était les prix du marché. Mais ce n'est pas possible. Personne ne paye ce tarif. Drew Calver et sa femme envoient finalement le document à ce médecin spécialisé. Aux États-Unis, les hôpitaux sont majoritairement des entreprises privées qui font des profits. D'un hôpital à l'autre, chaque établissement décide et calcule ce sur quoi il veut faire de l'argent. Par exemple, dans l'État de New York, une analyse de sang pour la vitamine D coûte 16 $ à un endroit et 784 $ à un autre. Et c'est la réalité. Ces factures, les Américains leur ont donné un nom, les factures surprises. Leur montant est aléatoire et surtout, elles ne sont jamais totalement couvertes par les assurances que payent les patients aux États-Unis. C'est la crise à l'hôpital et à Cahors, il y a pas très longtemps de ça, ils ont déclenché ce qu'on appelle le plan blanc. Et c'est quelque chose qui revient partout. Et beaucoup de gens me demandent en quoi ça consiste exactement. C'est quoi? C'est la possibilité de rappeler les médecins sur demande c'est de pas les l'État? médecins, c'est surtout le personnel. C'est quoi le plan blanc en fait? C'est une situation d'urgence? Le plan blanc, c'est l'équivalent du plan hors sec. C'est le plan catastrophe. Un plan blanc, ça doit être déclenché, c'est prévu pour les catastrophes. Il y a un accident de train, il y a un attentat, on déclenche le plan blanc. C'est un protocole sanitaire strict qui doit permettre de faire face à une situation exceptionnelle. Le plan blanc est inscrit dans la loi depuis 2004. Tous les établissements de santé doivent en posséder un. Les directeurs d'hôpitaux ou les autorités elles-mêmes décident de le déclencher en cas d'attentat ou lors d'une épidémie à très grande échelle comme c'est le cas avec la Covid-19. Chaque établissement doit alors se doter d'une cellule de crise pilotée par le directeur de l'hôpital. Concrètement, il permet de mobiliser tout le personnel médical possible comme les étudiants en médecine ou le personnel à la retraite. Les opérations non urgentes peuvent être déprogrammées, des lits supplémentaires peuvent être ouverts dans les différents services et la gestion des stocks de matériel et de médicaments est adaptée.
Voilà, il y a une bombe à Saint-Michel. Voilà, moi, plan blanc. les plans blancs depuis le début de ma carrière. Voilà, Saint-Michel, c'était le début de ma carrière. Voilà, l'attentat de Saint-Michel. Voilà. Moi, j'ai fait aussi le Stade de France. Madame, monsieur, bonsoir. 4 morts, une quarantaine de blessés à la suite d'une mystérieuse explosion cet après-midi au cœur de Paris, dans la station Saint-Michel du RER. Le président Jacques Chirac s'est rendu sur les lieux, ainsi qu'Alain Juppé. Immédiatement, l'état-major des sapeurs-pompiers a déclenché le plan rouge. Donc, le plan blanc, aujourd'hui, il est déclenché parce que il n'y a pas suffisamment de personnel, il y a trop de personnel en arrêt maladie. Et comme on était déjà en sous-effectif, on ne peut plus maintenir les services ouverts. Donc si on ne peut plus maintenir les services ouverts, c'est quoi un plan blanc? C'est mobiliser le personnel en congé, en heures supplémentaires, de l'intérim, rappel de retraités, pour essayer de maintenir à peu près un hôpital en état de fonctionnement, et puis surtout dire, il faut aller sur l'hôpital d'à côté. Donc après, c'est l'effet domino. Parce que tous les hôpitaux sont en situation de tension. Donc, quand un hôpital déclare le plan blanc, ça veut dire qu'une partie des patients vont aller sur les hôpitaux autour. Donc, ces hôpitaux qui sont déjà en limite tension, ils deviennent eux aussi en tension. Et c'est comme un château de cartes, tout s'écroule. Voilà, c'est une catastrophe. Donc, ces plans blancs-là, de toute façon, ils ne servent pas à grand-chose, si ce n'est à tirer sur la corde sur des personnels qui sont déjà épuisés. Donc, si on manque de personnel, c'est parce que on n'en a pas formé assez, qu'on n'en a pas embauché assez et qu'on est en sous-effectif en permanence, que dans ces conditions, les gens sont fatigués, donc il y a un taux d'arrêt maladie important. C'est du jamais vu. 90% des soignants des urgences en arrêt maladie ici, le service est fermé, sauf pour les urgences vitales. Ces 2 aides-soignants sont en arrêt, ils dénoncent une saturation dangereuse des urgences. Des patients qui vont rester plus de 24 heures, des fois 48 heures, des fois 72 heures sur des brancards, avec toujours ce flux massif d'entrée. Les personnes âgées sont complètement laissées à l'abandon. On ne supporte plus de prendre en charge les gens de cette manière. On a une éthique de base. Il suffit que dans une équipe qui était sous tension, 1 ou 2 personnes supplémentaires s'arrêtent, l'équipe s'écroule. Voilà, c'est ça. Donc, et la seule solution, c'est de dire on déclenche le plan blanc. Mais le plan blanc ne change pas grand-chose, parce que les ressources supplémentaires sont très limitées. Demandez à des personnels qui ont déjà accumulé les heures sup, qui ne peuvent pas récupérer ou qui ne sont pas payés au tarif qui serait attractif éventuellement, mais enfin tarif attractif, vous voyez, à un moment donné, quand vous êtes à 60 heures par semaine, c'est bon, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il faut bien se reposer. Voilà, si je prends mon cas, moi j'arrive à la retraite là, quand je vais prendre ma retraite, l'hôpital va me payer pendant 1 an, alors que je serai à la maison, parce que j'ai 1 an de jours dans mon compte épargne-temps. J'ai accumulé au cours de ma carrière ces 20 dernières années. Voilà. Je n'ai jamais pu les prendre. Parce que si je les prends, eh bien, il n'y a pas de personne pour me remplacer dans le service. Voilà la situation. Donc, aujourd'hui, ce qu'on réclamait en 2019 quand on est dans la rue, avant la crise Covid, la première revendication, ce n'était pas les salaires. Hein. C'était en 2, les salaires. C'était l'embauche. C'était l'embauche. Un plan massif de formation. Plan massif de formation, c'est assez simple. Hein. Ce n'est pas une affaire de spécialistes, hein, la santé, les hôpitaux. C'est les meilleurs experts, ce sont les citoyens. Ce qu'on réclame dans le plan de formation, c'est quelque chose de simple, c'est de revenir à ce qu'on faisait jusqu'au début des années 80, quand on avait 1980. Oui. Quand on avait des difficultés pour recruter à l'hôpital, on allait chercher des collègues aux Antilles, on leur payait le voyage, on allait chercher des collègues en province, on les faisait venir à Paris, on leur payait le logement, on leur faisait signer un contrat où ils étaient payés dès le début de leurs études, payés avec des cotisations sociales, donc ça comptait déjà pour leur retraite. Et ensuite, ils devaient 2, 3, 5 ans à l'hôpital en fonction du type d'études qu'ils avaient fait. Ça, c'est une politique prévisionnelle des emplois. Vous voyez, aujourd'hui, vous dites à des jeunes, tu vas faire aide-soignant, on te paye tes études pendant 1 an. C'est-à-dire que tu passes le recrutement, le concours d'entrée, on te paye pendant 1 an et tu dois 2 ans à l'hôpital qui t'a payé ta formation. C'est attractif. Oui, c'est attractif. Pour l'infirmière, c'est 3 ans d'études. Bon. Ça, aujourd'hui, quelques hôpitaux reprennent cette mesure, mais sur un nombre d'étudiants très limité. Et comme on a une fuite importante de professionnels qui abandonnent le métier, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a 150 000 à 200 000 infirmières diplômées, en âge de travailler, qui ont abandonné leur métier. 200 000. Si on ajoute à ça les 40 à 50 000 qui, chaque jour, vont bosser en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne ou en Suisse, ça fait quand même un potentiel qui manque dans les hôpitaux français. Donc déjà, de base,
Pour vous, le problème, c'est le manque de personnel. C'est le manque de personnel. On avait posé la question à Martin Blachier quand on l'avait reçu, et lui disait que c'était un problème, mais que c'était de loin pas, que c'était pas du tout le problème prioritaire, que c'était un problème de structure, que c'était un problème d'organisation, de hiérarchie de l'hôpital aussi. Non, il y a un problème d'organisation du système de santé. Le système de santé pourrait beaucoup mieux fonctionner si c'était un système public, service public, financé intégralement par la sécurité sociale. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que les médecins qui travaillent en ville, à l'hôpital, en EHPAD, ils sont salariés. Ouais. Et ils travaillent en équipe. Voilà. Et il y a un seul payeur qui est la sécurité sociale. On n'a pas besoin d'assurance maladie complémentaire, etc. Tout ça, ça permet de faire beaucoup d'économies. Ça permet de réguler intelligemment les ressources humaines, les mettre là où on a des besoins. Et on a besoin que les gens se ressentent sur leur métier. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il faut 10 ans pour former un médecin. Ok. Donc on n'a pas augmenté. Un autre mensonge du gouvernement et de M. Macron, c'est de dire j'ai supprimé ce qu'on appelle le numerus clausus. C'est-à-dire le fait qu'on fixe un nombre de médecins limité à former par an. Donc on a vu qu'il y avait des jeunes qui partaient quand ils avaient les possibilités financières en Roumanie, en Belgique pour faire des études. Bon. Là, il a fallu que les élus de la région centre se fâchent et fassent une provocation en disant on va implanter une annexe de la faculté de médecine de Zagreb à Orléans pour former les jeunes qui ne trouvent pas de place dans les facultés de médecine. Donc finalement, Monsieur Castex a pris son petit vélo, il a été à Orléans pour dire finalement, ce que vous demandez depuis 20 ans, on va peut-être le faire. Bon, quand même catastrophique. C'est-à-dire qu'il y a suffisamment de jeunes qui veulent faire des études de médecine aujourd'hui. On a augmenté un petit peu le nombre de places. On va former cette année 10 000 médecins qui seront sur le terrain en 2030. On forme 10 000 médecins, c'est-à-dire le même nombre de médecins qu'on formait en 1975. Depuis 1975, la population a un petit peu augmenté, elle a vieilli, les besoins ont augmenté, donc il y a un problème. Donc à un moment donné, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Mais on va soulager le travail des médecins. Oui, soulager le travail des médecins, c'est bien si on nous supprime toutes les tâches administratives de codification, etc. Enfin bref, on gagne 20 à 25% de temps de travail. Si on travaille en équipe, tous salariés, médecins, infirmières, aides-soignants, kinés, etc., on va gagner aussi du temps. Parce que plutôt que d'aller voir le médecin, après l'infirmière, etc., non, on travaille en équipe. Si je prends l'exemple, puisque moi je suis urgentiste, personne n'a 42 fièvres, tous, elle a besoin du médecin dans la journée, pas dans l'heure, mais dans la journée. Elle ne trouve pas de médecin, elle va venir aux urgences. Si on organise différemment les choses en ville, avec un centre de santé, où il y a un médecin, une infirmière, éventuellement dans les plus gros centres de santé, un cabinet de radio, au même endroit. Vous arrivez, vous voyez le médecin, il y a besoin de faire une prise de sang, vous passez dans le cabinet à côté, l'infirmière fait la prise de sang, vous avez besoin de passer la radio, vous allez dans le cabinet de radiologie qui est à côté. Et voilà, il n'y a pas besoin de venir aux urgences. Et puis, si c'est grave, le médecin va dire, je vous hospitalise, mais il y aura déjà eu un tri. Et puis, si effectivement, on peut être soigné en ville, il fait la prescription, et puis la personne rentre chez elle, elle est rassurée. Voilà. Donc, ça veut dire changer le mode d'exercice. Sauf qu'aujourd'hui, quand on dit plus de médecine libérale, plus de liberté d'installation, il y a tous les lobbies qui vont au créneau en disant « Ah non, on veut garder ce système ». Sauf que, objectivement, les médecins, aujourd'hui, les infirmiers libéraux, dits libéraux, ce sont des salariés indirects de la sécurité sociale. S'il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de rémunération. Donc, moi, je donne toujours l'exemple. La question, ce n'est pas de dire qu'on va imposer aux jeunes médecins d'aller là où personne ne veut aller. D'abord, ça serait contre-productif, il y aura une révolte. Et puis, pour les patients, ce n'est pas une bonne chose. C'est envoyer les jeunes, donc les moins expérimentés, là où le boulot est le plus difficile, en exercice isolé, ce n'est pas raisonnable. Non, les jeunes, il faut les envoyer là où ils peuvent être encadrés, dans des équipes. Bon. Mais comment peut-on réguler intelligemment l'installation des médecins? La sécurité sociale, qui est le payeur, ouvre des structures dits centres de santé, là où il y a des besoins. Et après, les gens, ils viennent avec leur CV. Au lieu de faire le tri aux urgences. Voilà, et ça permettrait qu'il y ait effectivement ce qu'on appelle les soins primaires, c'est-à-dire la médecine de ville, qui fonctionne, et que l'hôpital récupère effectivement sa fonction, qui est de prendre en charge les pathologies graves. Et pas les angines, les otites, les gastro. Voilà. Donc ça, mais à l'hôpital, c'est pas le nombre de patients qui viennent pour les consultations et qu'on renvoie à la maison qui nous pose problème. Oui, ça encombre un peu les couloirs. Ce qui nous pose problème à l'hôpital, c'est qu'il y a un nombre de patients non négligeables hospitalisés et qu'on n'a pas assez de lits. Parce qu'on nous a vendu le tout ambulatoire, qui est une grande escroquerie intellectuelle, qui paraît comme ça attractif, mais on a fermé 100 000 lits en 25 ans, avec une population qui augmente et qui vieillit. Or, 2 tiers des dépenses de la sécurité sociale, ce sont les plus de 50 ans,
atteints de maladies chroniques. Et donc, une maladie chronique, c'est pas comme au XXe siècle. Au XXe siècle, la médecine, la plupart, les gens vivaient moins longtemps, il y avait moins de maladies chroniques. On voyait le médecin, on était hospitalisé, il y avait un traitement, on était guéri, on rentrait chez soi. Quand on a une maladie chronique, c'est complètement différent. La maladie chronique, elle se soigne, mais elle ne se guérit pas. Donc, c'est de maintenir la personne en meilleur état de santé possible le plus longtemps possible. Donc ça nécessite un travail en équipe, avec un médecin, un kiné, un diététicien, une infirmière, etc. Ça nécessite des lits d'hospitalisation, parce que quand on a une insuffisance cardiaque ou une insuffisance respiratoire et que sa situation se dégrade, on a besoin d'oxygène, on a besoin d'une perfusion, ça ne se fait pas à la maison, ça. Hein, ça se fait à l'hôpital. Et aujourd'hui, ce qui encombre les urgences, c'est les patients qu'on doit hospitaliser et pour lesquels on n'a pas de lit. Avec ce problème, il y a actuellement 20% de lits qui sont fermés, faute de personnel soignant dans les hôpitaux. Est-ce que le gouvernement est responsable ? En tout cas, il faut que le Premier ministre sache que sur l'ensemble de nos départements, de nos territoires, nous avons des problèmes. En Vendée, par exemple, il me manque à peu près 32 équivalents temps plein pour pouvoir assurer les urgences. Vous vous rendez compte, les urgences. Et ce qui se produit en Vendée se produit dans pratiquement toute la France. Vous avez souligné le chiffre, 1 lit sur 5 serait fermé, justement faute de moyens. C'est M. Delfraissy, qui est le président du comité scientifique, qui l'a révélé. Donc, on a un encombrement, oui, à l'accueil, mais cet encombrement à l'accueil, on arrive à le gérer. Celui qu'on n'arrive pas à gérer et qui apporte une surcharge de travail, parce que ces patients-là qu'on a vus et qui restent sur un brancard, qui ont des prescriptions, il faut les surveiller. Ce sont des malades graves. Et qui restent sur des brancards, ce qu'on appelle les hospitalisations couloirs. Voilà, c'est comme ça qu'on parle. Hospitalisation couloir. Entre vous, parce que je suppose que... Hein, voilà. Donc, c'est ça le problème. C'est-à-dire que l'ambulance... Il y a des gens, ils arrivent, ils vont dans le couloir et ils ont jamais vu une salle et ils repartent. Ils ont été soignés, pris en charge, sur un brancard, ils se cassent, ils ont pas vu un bloc, ils ont rien vu. Non, quand je dis une hospitalisation couloir, c'est que c'est des patients qui doivent être hospitalisés, mais pour lesquels on n'a pas de lit. Et on qui attendent un chirurgien, etc. Bon, ceux qui attendent longtemps, en général, ce sont ceux qui arrivent sur leurs deux jambes et qui repartent sur leurs deux jambes, et qui ont des pathologies banales. Le gros problème qu'on a aussi aujourd'hui, c'est que on est en train de casser des spécificités de l'hôpital comme la chirurgie. Comment ça se manifeste Comment ça se manifeste aujourd'hui? La chirurgie, qui est quelque chose de très rentable, est accaparée par le secteur privé lucratif. Et comme les conditions de travail pour les chirurgiens se dégradent à l'hôpital public, ils partent dans le privé. Alors donc, mais comment ça fonctionne? Vous avez la personne qui arrive, amenée par un service public qui est les pompiers, personne âgée qui chute à domicile, amenée par le service public, les pompiers, à l'hôpital. On fait son diagnostic, on la prend en charge, on fait la radio, fracture du col du fémur, elle a mal, on lui fait des antalgiques. Voilà, faut opérer dans les 48 heures. Ah, mais il n'y a pas de place à l'hôpital public. Donc on prend son téléphone, on appelle les cliniques du coin, il dit ah bah oui, pas de problème, vous nous l'envoyez. Donc on envoie la personne dans la clinique avec une ambulance. Et dans la clinique, ce n'est plus de l'urgence. Donc le lendemain matin, il y a l'anesthésiste et le chirurgien qui viennent voir la personne, qui regardent un petit peu son niveau social, de revenus, sa couverture d'assurance maladie complémentaire, et qui, avec tact et mesure, fixent le dépassement d'honoraires qu'ils vont prendre, puisque ce n'est plus de l'urgence, ils ont le droit de prendre des dépassements d'honoraires quand ils vont l'opérer le lendemain. Voilà, c'est ça aujourd'hui, la réalité du terrain. Ça peut paraître caricatural, mais sauf que c'est la vraie vie. Et aujourd'hui, on a des plaintes de patients qui disent « Je suis venu à l'hôpital public, vous n'aviez pas de lit, pas de place pour m'opérer, vous m'envoyez dans la clinique, ça m'a coûté 1 000 € de dépassement d'honoraires. » Voilà, entre les 400 € à l'anesthésiste et les 600 au chirurgien. Voilà, donc il arrive un moment donné, faut être clair. Est-ce que la médecine, on fait de la politique, mais de la politique au sens noble du terme, est-ce que la médecine relève du service public et de la solidarité, ou est-ce que c'est un service marchand comme un autre, avec un filet de sécurité minimal assuré par l'État pour les plus pauvres? C'est ça. Ça, c'est le système américain. On voit ce que ça donne, hein. C'est catastrophique, y compris en termes de santé publique. Cet après-midi, dans cette église, une jeune femme organise une vente aux enchères. On a commencé il y a quelques mois avec rien. Et maintenant, j'ai déjà 900 $. Jamie Sabrone a besoin d'une greffe de rein. Elle paye 500 $, soit 480 € par mois d'assurance santé privée. Mon assurance va prendre en charge 80% de la greffe et du traitement. Mais il me restera 20%. Et ce sera 20% d'à peu près 400 000 $. C'est une grosse somme à sortir de ma poche. C'est très lourd sur mes épaules. La famille, les amis vont faire des dons après avoir écouté des chants.
ou encore renchérit pour une bouteille et des verres à vin. C'est très courant. On voit ça tout le temps, que des gens, des associations organisent des levées de fonds. Et en tant que famille, on doit le faire aussi. Cet après-midi, Jamessa Brown a recueilli 1 400 $, soit 1 257 €, loin encore de la somme dont la jeune fille a besoin. Si vous avez la chance d'être riche, plutôt blanc, sur la côte Est ou en Californie, vous avez une bonne espérance de vie, vous pouvez être bien soigné tant que vous avez un emploi et du pognon. Si vous êtes dans les quartiers pauvres de Chicago, quartier dont était originaire Barack Obama, les indicateurs de santé publique sont ceux de l'Afrique subsaharienne. C'est pas vrai. Mais bien sûr. De mortalité périnatale, mortalité précoce. Mais oui, les États-Unis, Scorbut. C'est le monde des inégalités. Voilà. Et donc, voilà. Et pourquoi parce que on voit bien, les EHPAD, c'est le premier secteur qui a été ouvert au marché. On avait les maisons de retraite qui étaient des hospices. Bon. Fin des années 80, début des années 90, on dit ça va pas, il faut rénover tout ça. On ouvre ce marché en disant l'État ne peut pas investir pour construire les maisons de retraite, rénover les maisons de retraite. Donc on ouvre le marché. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que la France, qui a ouvert ce marché, a mis en place, avec l'argent de la sécurité sociale, des retraités et de leurs familles, parce qu'il faut que les familles payent, parce qu'il y a peu de retraités qui ont 3 000 € par mois de retraite, c'est le tarif de la retraite privée. Aujourd'hui, nous avons les plus grands groupes mondiaux des maisons de retraite en France, qui se sont créés sur l'argent de la sécurité sociale, et qui, avec les bénéfices faits en France, Orpea et Corian, dont on a largement parlé, où est-ce qu'ils ouvrent des maisons de retraite aujourd'hui? Dans un grand pays dont la population vieillit et qui devient solvable, la Chine. Et comment ils ont pu ouvrir ces maisons de retraite? Ils ont été emmenés par nos présidents de la République successifs dans les avions, parce que quand ils vont se promener, les présidents de la République, ils emmènent des entrepreneurs. Eh bien, dans l'avion de M. Sarkozy, dans l'avion de M. Hollande, il y avait les PDG d'Orpea, de Corian, pour aller vendre des maisons de retraite en Chine. Et puis ils nous disent, on ne savait pas. Mais ils se foutent de nous. Ils se foutent de nous, ouais. Mais du coup, il y a une difficulté de recrutement, il y a une difficulté de personnel. Et surtout, il y a des démissions en masse aujourd'hui. Et c'est ça que je voulais demander aussi. Il y a aussi ceux qui partent, notamment à cause, c'est un des sujets qui est beaucoup revenu, de la vaccination obligatoire. Ils ont jusqu'au 15 septembre pour recevoir leur dose. Si ce n'est pas fait, ils ne pourront plus ni travailler, ni être payés. Et la pilule a beaucoup de mal à passer pour les 1,5 million de personnes concernées. Alexandra Sirgan. Pour Philippe, aide-soignant dans l'Essonne, la décision est prise. On m'a jamais fait faire ce que je voulais pas faire, donc j'enverrai ma lettre de démission et puis c'est tout. Et ce dès cette semaine, car pour lui, face à l'évolution des variants, cette vaccination est inutile. Ça sert pas à grand chose de se faire vacciner pour quelque chose qui sera peut-être à recommencer complètement dans 6 mois ou dans 1 an. Je vais pas me faire vacciner 50 fois en 3 ans. Fabien, lui, trouve la mesure stigmatisante, mais l'infirmier à domicile se fera vacciner. Puisqu'on m'interdit d'avoir un choix et qu'on m'oblige à me vacciner, ben, effectivement, malheureusement, je n'ai pas d'autre choix que de le faire. Dans votre service, vous estimez que vous avez perdu quel pourcentage à peu près de soignants, si vous en avez perdu? Et surtout dans le reste de l'hôpital, est-ce qu'il y a eu une vraie baisse d'effectifs due à ça? Et est-ce que ça a été finalement quelque chose qui a eu un impact? Ou c'était tellement foutu dès le départ que ça n'a pas changé grand-chose? Là, les conditions de travail s'étant dégradées. C'est-à-dire les gens se sont mobilisés pour la crise Covid, sont comptés. Et ça a été catastrophique après la première vague, parce que donc, tout le monde avait espoir qu'on ne reviendrait pas au monde d'avant, et on est revenu au monde d'avant. On nous a vendu le Ségur, avec quelques augmentations de salaire, mais sans création de postes supplémentaires, et avec la poursuite des opérations de restructuration qui se traduisent par les fermetures de lits. Et puis on a perdu, pas énormément, mais quelques milliers de personnels non vaccinés qui ont été suspendus. Donc c'est pas grand-chose les non-vaccinés. Les non-vaccinés, c'est pas grand-chose. Mais aujourd'hui, on réclame qu'ils reviennent, parce que... Pas tous les médecins, je suppose. En tout cas, les syndicats, la CGT, dont je fais partie, réclament le retour de ces soignants sur leur poste, pour une raison très simple. C'est qu'on manque tellement de personnel que d'avoir écarté ces personnes en ayant imposé l'obligation de la vaccination, qui à un moment donné pouvait se comprendre. Bon, sauf que très rapidement, on s'est rendu compte que la vaccination n'était pas ce qu'on nous vendait. Puisque on savait qu'on pouvait être vacciné
et être quand même infecté et donc contaminant. Donc aujourd'hui, la question n'est pas de dire « Ah, mais ces gens qui ne veulent pas se faire vacciner sont des complotistes, machin », c'est pas le problème. Ils veulent travailler, ils sont disponibles. S'ils prennent des précautions, ils mettent pas plus les patients en danger que des gens vaccinés. Donc voilà, point à la ligne, ça c'est le principe de réalité. Après qu'on ait de nouveau un débat sur intérêt, inconvénient de la vaccination de tel type de vaccin, c'est autre chose. C'est autre chose, c'est un autre débat à mener. Le grand échec en France sur la vaccination est venu de l'opération sur la vaccination H1N1, où il y avait où le débat n'a pas été mené. Il y a 10 ans, la France connaissait une épidémie de grippe A ou de grippe H1N1. Le gouvernement avait lancé une campagne de vaccination, mais une campagne qui ne marchait pas très bien. Et oui, la population n'adhérait pas à cette campagne de vaccination. Il fallait même jeter des doses de vaccins, souvenez-vous. La semaine dernière, dans les Hauts-de-Seine, après 3 jours de vaccination, 345 vaccins ont ainsi été jetés pour seulement 2000 personnes vaccinées. Après ces balbutiements, le ministère prévoit néanmoins de mieux organiser les vaccinations pour perdre le moins de doses possible. Parce que le débat sur la vaccination, c'est un débat politique vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique. Comme l'industrie pharmaceutique, nos gouvernants sont cul et chemise avec eux. Et ce qui les intéresse, c'est pas la qualité des produits, mais c'est que ces gens-là puissent faire du business. Forcément, ça crée une suspicion légitime. C'est quoi, oui, justement, pour vous, les causes principales de méfiance vis-à-vis du vaccin? Il y a quoi? Qui est responsable? C'est la hiérarchie, le gouvernement? C'est les grandes pharma? C'est la désinformation? Ce sont les pouvoirs publics, depuis des années, qui n'ont jamais su mener le débat de manière sereine sur la vaccination. Si on prend dans l'histoire, on a eu les premiers problèmes avec la vaccination contre l'hépatite B. Où on n'a pas pris en compte le fait qu'un vaccin est un médicament. Et tout médicament a des effets secondaires. Et dans ces effets secondaires, il y a y compris les morts. Mais vous prenez de l'aspirine, bénéfice-risque. Voilà, vous prenez de l'aspirine, prenez paracétamol, même avec une dose qui est à la limite de la normale, vous pouvez faire une hépatite fulminante et mourir d'insuffisance hépatique avec du paracétamol. Bon, voilà, dans un nombre de cas très faible. Donc le rapport bénéfice, c'est toujours le rapport bénéfice-risque. Là, initialement, avec le premier variant, il apparaissait que le vaccin avait un rapport bénéfice-risque très favorable. Là, avec les nouveaux variants avec Omicron, c'est ce que dit une étude de The Lancet d'ailleurs récente. On sait que le rapport bénéfice-risque est favorable pour les personnes âgées, pour les personnes qui ont des déficits immunitaires. Pour le reste de la population, ça devient de la santé publique. C'est-à-dire, est-ce qu'on vaccine tout le monde pour arrêter la circulation du virus? Est-ce que c'est un intérêt? C'est un intérêt, par exemple, aujourd'hui, il y a un nouveau débat au niveau de l'Organisation mondiale de la santé sur la rougeole. Moi, quand j'étais étudiant en médecine, dans les années 80, mon professeur de maladies infectieuses était très content, nous annonce en amphi, l'Organisation mondiale de la santé vient de déclarer l'éradication de la variole, 1980. Et il dit, en l'an 2000, on aura éradiqué la rougeole, si on procède de la même manière. Sauf que, premier vaccin de la variole génère fin du XVIIIe siècle. Oui. Ok. Bon, ça a mis quand même un peu de temps. Mais avec ce qu'on avait appris sur la vaccination avec Pasteur, etc., ça paraissait logique. Sauf qu'on n'a pas atteint le taux de vaccination suffisant pour qu'on éradique la rougeole, qui est une maladie strictement humaine. Donc si on élimine les cas humains, il n'y a plus de contamination. Or, la rougeole continue à tuer, ce qui est quand même une catastrophe. Alors que là, il y a un rapport bénéfice-risque vis-à-vis du vaccin, et puis ça tue des enfants, des femmes enceintes, etc. Enfin, donc c'est un peu dommage, parce que la suspicion vis-à-vis de la vaccination a fait qu'on n'a pas atteint le seuil suffisant en termes de pourcentage de la population vaccinée pour qu'on puisse atteindre cet objectif. Donc il y a des vaccins qui sont très efficaces, il y en a d'autres qui ont une efficacité moindre, comme le vaccin contre le coronavirus, et puis surtout, il y a le problème des labos. C'est-à-dire que, est-ce qu'ils nous donnent les bonnes informations? Non, ils ne nous donnent pas les bonnes informations parce qu'on les a en retard. Souvent, on apprend plus au journal de 20 heures, nous, personnel de santé, que dans les publications. C'est quand même un problème. Bah oui, parce qu'ils font de la pub. Et ils font de la pub pour forcer les pouvoirs publics à une autorisation de mise sur le marché la plus rapide possible. Eh oui! Donc tout ça, c'est normal que ça crée de la suspicion. Moi, je suis un fervent partisan de la vaccination. Par contre, je n'accepte pas que les laboratoires ne nous donnent pas les informations dont on a besoin. Aujourd'hui, il y a énormément de médicaments qui sont de la merde et qui continuent à être remboursés. Voilà, 10% des passages aux urgences, aujourd'hui, ce sont les effets secondaires des traitements médicaux. D'accord.
OK ? Et dans ces traitements médicaux, il y a beaucoup les médicaments. Voilà, on prescrit beaucoup trop de médicaments. Et puis surtout, on prescrit des listes de médicaments longues comme le bras. Il y a plein d'interactions. Et un médicament, c'est un produit potentiellement dangereux. Voilà. Donc, s'il n'est pas prescrit à bon escient, à la bonne dose, qu'on n'a pas pris en compte les interactions, sachant qu'en plus, une autre spécificité, c'est que nous ne sommes pas des machines. Hein, dont on remplace une pièce et dont on connaît la réaction quand on appuie sur le bouton. Pour certaines personnes, un médicament va très bien marcher. Par exemple, si on prend la tension, hein, l'hypertension. Okay. Bon. On a plusieurs classes de médicaments contre la tension. Bon, on a des préconisations en disant qu'il faut plutôt prescrire tel type de médicament. Bon, on va le prescrire chez une personne, ça va très bien marcher, et puis chez l'autre, ça ne marche pas. Bon, il faut lui dire, ça ne marche pas chez vous, mais on a une autre classe, on va tester cette autre classe, puis on va voir. Voilà, parce que chacun réagit différemment. Donc, il n'y a pas l'information, il n'y a pas le débat politique vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique qui devrait être contrôlée, et puis sur le fait que les médicaments doivent être un bien mondial et ne doivent pas être couverts par des brevets. Hein, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, les médecins ne font pas leur boulot. Ils ne font pas leur boulot. Alors, je ne jette pas forcément la pierre à mes collègues, mais ils ne prennent pas le temps, parce qu'ils n'ont pas le temps d'expliquer aux patients, donc effets bénéfiques, effets secondaires des médicaments, et qu'ils soient disponibles s'il y a un effet secondaire pour en discuter, et pas que les gens aillent sur Internet, où ils vont voir toutes les horreurs du monde, avec pas forcément une information validée, et ils vont arrêter d'eux-mêmes des médicaments sans faire le tri. Et parfois, ils arrêtent des médicaments qui sont essentiels pour eux. Et ils gardent des merdes. Voilà. Donc, concrètement, il y a besoin d'un vrai débat sur ce que sont les médicaments et sur la sécurité des médicaments. Et pour qu'on ait la sécurité des médicaments, ça ne peut pas être laissé dans les mains de grands groupes dont le seul objectif, ce n'est pas de produire les meilleurs médicaments au meilleur coût et les plus efficaces, c'est de vendre le plus rapidement possible des médicaments pour se faire le maximum de bénéfices, en les vendant le plus cher possible. Et donc tout ça, ça crée un climat de suspicion générale vis-à-vis des médicaments, qui fait que y a des gens qui, à un moment donné, quand on est en situation de crise, qui est anxiogène, ils vont dire non, je ne veux pas avoir qu'on m'injecte ce produit, je ne sais pas ce que c'est, ça n'a pas été validé, etc. Voilà, donc, et qui après sont complètement bloqués, complètement imperméables à toute discussion, parce qu'on les a mis dans une situation d'impasse. Du fait de ne pas avoir mené ce débat et de pas avoir... Il y a une responsabilité des pouvoirs publics dans la défense, et ce n'est pas la génération spontanée de complotistes, de manifestations, comme on nous le dit. Les complotistes, il y en a toujours eu. Voilà, pour les gens qui veulent les médecines alternatives, il y en a toujours eu. Voilà, des gens qui ne croient pas à la science. Enfin, à la science, croire à la science, c'est encore... Bon. Il n'y a pas 10 millions de complotistes en France parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Aujourd'hui, n'en déplaise à M. Macron et à M. Véran, nous sommes un pays où la population n'est pas très bien vaccinée. Parmi les pays riches et développés. Spécifiquement avec le Covid ou... Non, avec le Covid, bien sûr. Les autres font mieux ? Ah, bien sûr. Le Portugal fait beaucoup mieux que nous, ou l'Espagne, vis-à-vis de la population la plus à risque, la population des personnes âgées. Oui. Au Portugal ou en Espagne, quasiment 100% des personnes âgées sont vaccinées. En France, je n'ai pas les derniers chiffres, mais on est à 93%. Et autre trou dans la raquette, sont les populations pauvres, qui sont beaucoup plus sensibles à toutes les interrogations sur les vaccins. Et donc, si je prends le département, la Seine-Saint-Denis, on a un taux de couverture vaccinale qui est inférieur de 10 points à la moyenne nationale. C'est-à-dire que les pauvres et les plus âgés sont moins bien vaccinés chez nous que dans des pays où il y a eu moins d'autoritarisme, où il y a plus de pédagogie, d'explication. D'explication. On a moins imposé de manière brutale. C'est pas le président de la République qui s'instaure, le médecin-chef, et qui vient au journal de 20h pour nous expliquer tout ce qui est bon. C'est une catastrophe. C'est d'autant que la médecine n'est pas une science exacte. La médecine n'est pas une science exacte. Et on l'a vu là dans le débat. Il y a autant d'opinions que de médecins. Et ça, c'est plutôt bien. Voilà. Il y a des choses sur lesquelles on est d'accord, où il y a un consensus, puis il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Et puis c'est plutôt pas mal, parce que après, aux gens d'écouter et de faire leur choix. S'ils ne sont pas contents avec un médecin, mais ils en changent. Voilà. Et ça paraît logique, plutôt que d'imposer la même chose à tout le monde, parce que on peut pas, en médecine, on ne peut pas imposer la même chose à tout le monde. Chaque
humain et particulier. Et c'est pour ça que la médecine ne peut pas être mise en algorithme et que ce que essaye de nous vendre Google ou d'autres, la cabine qui va vous examiner, mais non, parce que chaque personne est particulière, son histoire de vie, la manière dont elle a été éduquée, son boulot, la manière dont elle vit, son niveau socio-économique, culturel, tout ça, c'est à prendre en compte. Donc il n'y a pas de patient standard. Alors après, on a quelques grands principes, mais si on n'écoute pas la personne, la médecine c'est quoi? C'est une personne qui a une souffrance, qui vient nous voir, on doit soulager cette souffrance. Pour soulager cette souffrance, il y a avant les médicaments, il y a l'écouter, prendre en compte son état psychologique, son état social, puis après, on a des techniques, etc. Et on n'utilise pas toutes les techniques, parce que si on en prend une, par exemple, qui est l'ostéopathie, l'ostéopathie en Allemagne, qui est un pays qu'on cite souvent en exemple, est reconnue et remboursée, alors que chez nous, c'est le bordel. Voilà, parce que les lobbies médicaux ont dit non, les ostéopathes, c'est des charlatans. Non, les ostéopathes, aujourd'hui, moi, personnellement, quand quelqu'un a un problème ostéo-articulaire, je l'envoie plutôt voir un ostéopathe que je connais et qui travaille très bien, plutôt que chez un rhumatologue, parce que je sais que le rhumatologue, il ne va pas bien examiner la personne, il va lui prescrire des anti-inflammatoires, il va soigner la cause, il va soigner le symptôme, mais il ne va pas chercher la cause, alors que l'ostéopathe va chercher la cause. Et évidemment, nous n'avons rien contre nos amis rhumatologues, il y en a probablement qui font un très bon boulot. Oui, mais ils sont aussi ostéopathes. Je suis caricatural, il y a des rhumatologues qui sont ostéopathes, qui travaillent les ostéopathes, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que l'évolution, la formation des médecins aujourd'hui est restée sur les principes du XXIe siècle, une médecine technicienne, techniciste, qui a oublié que les 3 piliers de la médecine, c'est le physique, le psychologique et le social. Voilà. Et moi, par exemple, là, j'avais un interne là, récemment, premier de la classe, dans les concours de fin de 6e année, dans les 50 premiers sur 8000, et qui me dit moi, le social, ça ne m'intéresse pas. Et je lui dis change de métier. Change de métier si tu t'intéresses pas au social. La médecine, c'est avant tout du social. C'est un rapport social entre un patient et un soignant. Je tenais aussi à dire que le médecin doit être un petit peu le papa de ses clients, de ses patients, n'est-ce pas? Dans les causes de désagrégation un petit peu de l'hôpital, un truc dont les médecins se plaignent beaucoup, et ça, je ne sais pas ce que veut dire ce mot, on entend très souvent que les médecins se plaignent de la T2A. C'est fait partie de ces grandes réformes qui auraient accéléré la chute de l'hôpital français. C'est quoi la T2A? La T2A, comme l'ONDAM, comme le projet de la loi de finances de la sécurité sociale, c'est toute la mécanique financière qui a été imposée à l'hôpital, qui est une logique financière d'entreprise de production. Voilà. Donc ça consiste en quoi? Ça consiste, la tarification à l'activité, c'est de dire, voilà, ce patient, il a une pneumonie, il doit rester 5 jours à l'hôpital avec tel type de traitement, et donc l'hôpital bénéficiera d'une rémunération de X euros. Okay. Alors, donc ça veut dire qu'on standardise les patients. C'est-à-dire qu'un patient qui a une pneumonie... Mais avant, on faisait comment? Avant, c'était un financement qui était un financement global de l'hôpital. C'était un budget global, qui avait des limites aussi. Mais ce que l'on conteste aujourd'hui avec la tarification à l'activité, je viendrai après sur les propositions pour évoluer. La tarification à l'activité standardise les malades. On a ce qu'on appelle des groupes homogènes de malades. Un accouchement, c'est rémunéré tant. La prise en charge d'une pneumonie, c'est rémunéré tant. Une appendicite, c'est rémunéré tant. Alors qu'avant, c'était le budget de l'hôpital qui lui-même dispatchait. On avait un budget global. On disait un hôpital, voilà. Alors c'était un petit peu le bordel parce qu'il y avait des inégalités entre les hôpitaux, entre l'histoire des hôpitaux. Donc à un moment donné, on a dit l'hôpital, il a besoin de combien d'argent? On lui donne tant. Et puis l'année d'après, il y avait une évolution de temps. Il y avait des nouveaux. On ouvrait un nouveau service, donc il y avait une évolution. Enfin bref, il y avait un budget qui était alloué pour l'ensemble de l'hôpital. L'hôpital de se démerder pour que ça fonctionne. Voilà. Donc là, le problème avec la tarification à l'activité, c'est qu'il y a les malades rentables et les malades non rentables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je prends l'accouchement, si je prends un accouchement, si on garde la femme plus de 2 jours, enfin jusqu'à 3 jours, on rentre à peu près dans les critères pour que on soit à l'équilibre. D'accord. Si on la garde plus de 3 jours, on fait du déficit. Parce qu'en fait, vous êtes payé le même prix. On est payé à l'acte. C'est de la rémunération à l'acte. D'accord. Voilà. Donc on a intérêt à mettre les gens dehors le plus vite possible. Donc on a intérêt à mettre les gens dehors. Un des critères de performance, on appelle ça comme ça, performance de l'hôpital, dans le cadre de la tarification à l'activité, c'est la durée moyenne de séjour. Voilà. Donc la durée moyenne de séjour, il faut qu'elle rentre dans les clous de cette tarification à l'activité. Le patient, vaut mieux qu'il reste le moins de temps possible. Pour que l'hôpital soit rentable. Et qu'il reste 3 jours, 4 jours ou 5 jours, grosso modo, c'est à peu près le même tarif pour l'hôpital. S'il reste 7 jours,
Il y a 2 jours, c'est un peu compliqué. Ils ne vont pas être rémunérés. Ça a été mis en place quand ça Ça a été mis en place progressivement ces 20 dernières années. Alors, ce qui est quand même catastrophique, c'est que cette tarification... Pareil, la gauche et la droite là-dessus ont travaillé de concert. Ce qui est catastrophique, c'est que cette tarification à l'activité a été utilisée dans certains pays bien avant nous, en particulier le Canada et d'autres pays. Déjà, à cette époque-là, ils avaient pointé les effets pervers du système. Et nous, on était cherchés en disant, ça, c'est la solution, c'est le modèle, on va l'appliquer chez nous. On a dit, il y a des effets pervers de sélection des patients. Et puis, c'est une gestion comptable de l'hôpital. Nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'un patient ici du 17e arrondissement, ou un patient de Bobigny, pour la même pathologie, c'est pas la même prise en charge. Donc, ça peut pas être le même coût. Voilà. Parce que le milieu social influe. Quand je prends l'accouchement. Comment ça va se passer? Comment mon accouchement du 17e et mon accouchement du 16e? Je vais prendre un exemple. Je vais prendre même un exemple d'une Parisienne bien connue, qui est maire d'arrondissement, Rachida Dati. Rachida Dati, elle accouche dans une belle clinique du 16e, clinique de la Muette. Elle a du personnel de maison pour s'occuper de sa petite fille. Elle rentre chez elle au bout de 2 jours, au bout d'une semaine, elle reprend son boulot. Pas de problème. Je prends l'exemple de la femme d'origine immigrée, qui est séparée de son mari, qui a été placée à l'hôtel, déjà avec un gamin, et qui va accoucher du 2e. Si on la garde que 2 jours à l'hôpital, comment ça va se passer? Très mal. Très mal. Et voilà. Donc, il y a un vrai problème. Alors, la question, c'est, oui, on pourrait faire sortir les gens plus précocement de l'hôpital si en ville, il y avait le réseau de personnel soignant, social, mais il n'existe pas. Voilà. Parce que la logique n'est pas dans l'ambulatoire. Si je prends l'exemple de l'ambulatoire qui a été un échec le plus total, c'est les patients psychiatriques. Bien expliquer ce qu'est l'ambulatoire. L'ambulatoire, c'est, il y a l'hôpital et chez soi. L'ambulatoire, c'est d'être chez soi, d'être soigné chez soi. Alors, personne ne souhaite rester plus longtemps qu'il ne faut à l'hôpital. En plus, c'est mieux qu'on reste le moins longtemps possible à l'hôpital, parce que c'est là où on chope ce qu'on appelle les infections nosocomiales, les infections qu'on chope à l'hôpital. Une des raisons qu'utilisait Martin Blachier pour dire que pour lui, l'avenir se jouait en ambulatoire. Mais le problème, c'est que, d'abord, l'ambulatoire, il faut avoir un logement adapté. Il faut avoir un environnement... Donc pas le fameux hôtel de la jeune femme qu'on constituait. Il faut avoir un environnement familial, adapté aussi. Il faut avoir du personnel à disposition, soignants, social, aide ménagère, etc. Tout ça, si on calcule bien, ça coûte plus cher dans de nombreux cas que l'hospitalisation. Or, la logique de l'ambulatoire, c'est de faire des économies. Donc, je prends l'exemple de la psychiatrie, où sur une évolution des hôpitaux psychiatriques très positive, c'était l'asile, on enfermait les gens. On les cachait, les fous, qu'ils soient. En général, les hôpitaux psychiatriques, c'était même loin de la ville. Ils étaient à l'extérieur. Bon, on les cachait. On a dit, il faut en terminer avec l'asile. Donc, très bien. Donc, c'était très positif. Les gens étaient hyper motivés. On va laisser les gens en ambulatoire. Dans un premier temps, ça n'a pas si mal marché que ça, parce qu'il y avait encore le personnel suffisant. Aujourd'hui, il n'y a plus le personnel suffisant. Donc, les malades, ils sont livrés à eux-mêmes. Et puis, quand ils disjonctent, on les met en prison. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les estimations basses, c'est que 40% des prisonniers n'ont rien à faire en prison. Ils devraient être pris en charge par le secteur psychiatrique. Voilà. Donc on a aujourd'hui, nous, ce qu'on dit, les urgentistes, c'est qu'une bonne partie des patients psychiatriques, ils sont dans la rue ou en prison. Quand ils sont dans la rue, ils viennent parfois aux urgences. Et comme on n'a rien à leur proposer en termes de prise en charge, parce que la psychiatrie est complètement sinistrée, c'est sûrement le secteur de l'hôpital qui est le plus sinistré depuis le plus longtemps possible. Alors qu'est-ce qui se passe? Les gens ne sont pas suivis et on a des drames comme ce jeune qui est venu armé dans le conseil municipal de Nanterre et qui a provoqué une tuerie. On a un vrai problème. On a transformé la médecine, qui est avant tout un humanisme, on va dire. On nous explique que l'hôpital est un établissement qui produit du soin. Je suis, moi, un producteur de soins. Non, je ne suis pas un producteur de soins.
Je suis là pour répondre à les urgences et m'adapter à chaque situation. Je ne suis pas producteur de soins, moi je ne produis rien. Si, je peux produire éventuellement du bonheur quand voilà, je soigne bien les gens et qui revivent. Donc la logique des libéraux qui nous gouvernent depuis maintenant, le tournant, il est dans les années 80. Reagan aux États-Unis, Thatcher en Grande-Bretagne, et nous, le tournant de la rigueur, à l'époque Mitterrand, avec 83, Bérégovoy. Bonsoir à tous. Il y a encore quelques années, on parlait de la crise économique, de la crise internationale, de la crise de conscience, de la crise de civilisation, etc. Maintenant, on dit tout simplement la crise. Bon, alors maintenant, entrons un petit peu dans l'analyse de cette crise. Vous dites dans votre texte très bref qui ouvre cet ouvrage, « Au guichet de la crise, l'Occident a préféré payer en emploi plus qu'en bien-être ». Il me semble que la France, qui a mangé son pain blanc depuis 10 ans, et qui n'a pas commencé à payer son tribut à la crise, où le pouvoir d'achat s'est accru davantage, va avoir maintenant à solder les comptes. Je crois qu'il se cherche en France d'étranges coalitions nouvelles sur le front politique. Une coalition entre des libéraux, certes évolués, et ce que j'appellerais des autogestionnaires, c'est-à-dire une nouvelle droite, une nouvelle gauche, qui se demandent si, parce qu'elles sont l'une et l'autre nouvelles, n'auraient pas quelque chose à faire ensemble. Et puis en face, un autre front, où là encore on retrouve des hommes de droite et des hommes de gauche, des nationalistes et des bureaucratiques, si j'ose dire, c'est-à-dire la vieille droite et la vieille gauche, et entre lesquels il y a également des éléments communs. Et je crois que ce qui est difficile dans un pays, c'est de faire accoucher en termes politiques des courants de pensée qui n'ont pas l'habitude d'être classés du même côté. Et de faire l'alliance entre une gauche et une droite qui serait moderne, face à une gauche et une droite qui serait archaïque, c'est probablement ce qui rendrait le mieux compte des forces réelles. Il y a une majorité de Jacques Attali à Raymond Barre, n'est-ce pas ? Il vient de la décrire. Là, je vais le citer à la main, parce qu'il va me dire non, c'est plus compliqué. Alors là, je vais le citer carrément. Étrange phénomène qui nous rappelle combien la France se transforme dans ses profondeurs, à rebours des apparences, c'est ce que vient de dire d'une certaine manière Jean Boissonnat. L'État-providence n'a jamais prospéré autant que sous M. Giscard d'Estaing, et la bourse que sous M. Mitterrand. Ah oui, absolument. Ah oui, mais ça surprend. Bizarre, hein. Mais vous, les spécialistes, évidemment, ça ne vous surprend pas, mais nous, quand même. Le gouvernement actuel a accordé un régime fiscal extraordinairement généreux pour ce que les gens font en bourse, c'est-à-dire des plus-values, et qu'on paye peu d'impôts en gagnant actuellement de l'argent en bourse, beaucoup moins qu'avant, et que, nonobstant la signature politique que beaucoup d'épargnants peuvent ne pas aimer, les précédents ne sont pas nécessairement du côté de ce gouvernement, ils ont eu le meilleur régime fiscal qu'ils ont jamais eu. Mais c'est formidable, ça, alors. C'est formidable. Ah oui. Mais ça, vous croyez que ça ne va pas surprendre le public qui nous entend, ça? Tiens, c'est curieux. On est passé d'une société, on privilégie le collectif, la solidarité, à l'individualisme. Hein, et l'individualisme, c'est le gagneur. Si tu veux t'en sortir, ça dépend de toi. Et ça se termine par Macron, il suffit de traverser la rue pour trouver du boulot. Je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Ferme ta gueule ! Hein, voilà, bon, ça marche pas. C'est pas comme ça que ça marche la société. Donc, et ce qu'on vit aujourd'hui dans le système de santé, c'est toute cette logique libérale, eh bien, qui appliquée à des secteurs qui relèvent avant tout de la solidarité, du service public, de l'aménagement du territoire, ça ne fonctionne pas. Voilà. Et une des raisons pour lesquelles aujourd'hui le système est en train de s'effondrer et que l'hôpital s'effondre, bah, c'est le résultat de toutes ces politiques qui ont été menées maintenant depuis 50 ans. Alors comme on s'est battu, qu'on avait un peu de gras, on a résisté, on a gagné quand même quelques batailles. Mais là, on était très très mal en 2019. On manifeste, arrive la crise Covid là-dessus. Aucun espoir d'amélioration parce que le gouvernement nous a proposé une vague prime, mais la poursuite de la politique de restructuration. Hein, pour ceux qui nous écoutent, là, faut savoir que toutes les opérations de restructuration qui étaient prévues avant la crise Covid, avec des fermetures d'hôpitaux et des suppressions de lits, sont encore en cours et qu'ils ont même accéléré, qui sont profités de la crise. L'hôpital Nord, là, qui doit être construit à Saint-Ouen, avec la fermeture des hôpitaux Bichat et Beaujon, la suppression de 300 lits. Là, pendant la crise, ils ont forcé Stellantis, ex-Peugeot Citroën, à vendre son usine, à fermer, à vendre son usine à Saint-Ouen. Ils ont là octroyé le permis de construire, tout à fait récemment. Voilà, ils continuent comme avant.
Comme si, voilà, il n'y avait pas eu la crise, qu'on n'avait pas démontré qu'on manquait de lits, que la crise, là, on n'a pas eu un nombre de malades énorme. Hein. On n'a surtout pas assez de lits de réanimation. Déjà en 2003, je reviens à ce que je disais au début de l'émission, en 2003, on manquait de lits et de lits de réanimation, en 2003, pendant la période de la canicule qui a duré peu de temps, 2003. 20 ans après, on a le même nombre de lits de réanimation, 5000 pour toute la France, alors que l'Allemagne en avait 20 000. Il y a un problème. Voilà, donc il y a un problème. Et là, on nous dit, on va ouvrir des lits de réanimation éphémères. Mais mon con, un lit, c'est du personnel. Donc, s'il n'est pas ouvert toute l'année, tu n'as pas le personnel. Et puis, le personnel, il faut toujours avoir une marge de manœuvre. Non, ça, c'était génial, le coup des lits d'hôpitaux éphémères. Ils ont cru que c'était vraiment juste un lit, quoi. Et ça vient d'où? Eh bien, Madame Bachelot. Madame Bachelot, quand à l'époque, on s'est battu contre la loi Bachelot, j'ai même manifesté dans la rue, à côté d'un ami politique de Madame Bachelot, mais qui avait quand même un certain nombre de valeurs, Bernard Debré, professeur de médecine, qui manifestait avec la CGT. Contre la loi de Mme Bachelot. Parce que Mme Bachelot nous disait, non, mais c'est un problème d'organisation. Donc, les lits, on va vous mettre des gestionnaires de lits. Il dit, des gestionnaires de lits, ça c'est pour le groupe hôtelier, le groupe Accor. Parce que leur objectif, c'est que toutes leurs chambres soient occupées. Il faut toujours qu'on ait 20% de lits libres à l'hôpital, parce qu'on ne peut pas prévoir l'activité d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre. Si on n'a pas ces 20% de lits libres, eh bien, on a des conditions d'accueil des patients, qui entraîne une perte de chance et une surmortalité. Ça a été prouvé par les études françaises et internationales. Okay. Oui, lesquelles? Voilà. Il y avait une étude qui a été faite, par exemple, pilotée par le CHU de Poitiers sur le Grand Ouest, où il était prouvé que quand il y avait un retard à la prise en charge des patients les plus graves en réanimation, il y avait une surmortalité qui pouvait être chiffrée à 30%. 30%. Voilà. Et pour tous les patients, ça c'est des données internationales, quand on n'a pas de lit pour hospitaliser un patient dans la continuité des soins, dans les 2 heures qui suivent sa prise en charge, il y a une surmortalité de 10%. Wow. Voilà, donc voilà, c'est une réalité. Et quand on a expliqué ça à Bachelot, après on a rencontré Touraine, non, c'est un problème d'organisation. Oui, il y a des problèmes d'organisation à l'hôpital. Il y a un problème d'organisation de notre système de santé. Et comme je dis, oui, le problème d'organisation, c'est arrêtons voilà, les propositions qu'on fait aujourd'hui au niveau politique, parce que quand on en vient au niveau politique, si c'est Macron pendant 5 ans, ça va être un drame. Mais il n'y a pas de si, là. Il n'y a pas de... Macron, c'est la poursuite de ce qu'il a fait oui, aujourd'hui. On est totalement d'accord. Ce qui est proposé, l'alternative aujourd'hui, c'est revenir à un service public de santé, avec des centres de santé, des médecins salariés, et la fin des assurances maladie complémentaires et une seule cotisation à la sécurité sociale. Ça, c'est un programme qui parle. Moi, je peux vous dire, j'ai fait beaucoup de débats avec des gilets jaunes, parce qu'ils disent, voilà, la santé, pourquoi on n'a plus l'hôpital, etc. Donc, bon, voilà, ils étaient en colère, ils voulaient savoir pourquoi ils étaient en colère. Eh bien, quand je leur expliquais pourquoi ils étaient en colère et qu'il y avait des solutions, ils étaient très contents. Il faut redonner de l'espoir aux gens. Si on ne donne pas l'espoir, si aujourd'hui, comme toi, on dit, je te tutoie. Hein, vas-y, on va se tutoyer. Non, ça sera Macron pendant 5 ans. Mais t'imagines, ça veut dire qu'à l'hôpital, là, des collègues là, qui ont encore résisté, ils vont démissionner, on va être de moins en moins nombreux, le système va s'effondrer. Et tout le monde va être malheureux, à la fois les patients et les soignants. Donc c'est pas possible, il faut redonner de l'espoir. Et aujourd'hui, même si la porte est étroite, il ne faut pas laisser Macron continuer sa politique. Voilà. Et il faut qu'on récupère les meilleurs experts au niveau de la santé, c'est le patient. Qu'est-ce qu'il veut le patient? Il veut avoir un médecin traitant qui est disponible pour lui la journée. Il veut qu'il y ait des médecins qui prennent des gardes pour que quand il a son gamin qui ne va pas bien ou lui-même le soir, 42 fièvre, il n'ait pas besoin d'aller à l'hôpital, mais qu'il puisse avoir une visite à domicile. Voilà. Il veut qu'il donne sa carte vitale et que ça suffit, qu'il n'ait pas besoin de sortir sa carte bleue. Il veut avoir accès aux spécialistes sans dépassement d'honoraires. Hein. Il veut la santé des années 80. Il veut la santé telle qu'elle était prévue initialement, avant le tournant de la rigueur. Voilà, donc c'est simple. Et ça, aujourd'hui, c'est pas une révolution. C'est simplement qu'on revienne aux valeurs qui fondaient notre système social, qu'on dérivait de politique libérale en politique libérale. Et puis, qu'on soit aussi dans une logique d'écologie sociale, c'est-à-dire d'aménagement du territoire. C'est-à-dire que si on veut que les médecins s'installent, si on veut qu'il y ait des hôpitaux, il faut aussi qu'il y ait de l'activité économique, il faut qu'on arrête de fermer les gares, les bureaux de poste, les lycées. Voilà. Donc, c'est clair. Donc, ça paraît radical comme ça. Mais, juste pour donner une petite lueur d'espoir, les centres de santé, quand je disais ça il y a 20 ans, 25 ans, on me disait « Oh là là, tu veux tout collectiviser, tu as vu ce que ça a donné dans l'Union soviétique, c'est une catastrophe. »
Aujourd'hui, même mes collègues les plus réactionnaires dans le sens propre du terme, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas que le système change, qui veulent garder la médecine libérale avec les libertés d'installation, ils disent « Ah oui, mais les centres de santé pour les jeunes, oui, ça peut être bien parce qu'ils sont salariés, etc. Mais il faut qu'on garde quand même la médecine libérale et la liberté d'installation. » Je dis « Toi, si tu veux terminer ta carrière comme ça, pas de problème, je te laisse terminer ta carrière. Mais par contre, pour les jeunes, maintenant, ils s'installent. Là, on a besoin d'eux dans les centres de santé. Ils seront bien payés. Ils auront du personnel pour faire que de la médecine, toute l'administration, la logistique, etc. Il y aura du personnel. Il y a des spécialistes pour ça. C'est pas au médecin d'aller voir son comptable pour gérer sa petite entreprise qui s'appelle un cabinet libéral. Voilà, c'est du temps perdu. Le médecin, il est là pour travailler 35 heures cadre en faisant de la médecine. Voilà. Et je donne un exemple. Une collègue qui était à Aubagne, dans un cabinet à 2. Son collègue décède. Elle trouve personne pour le remplacer. Donc, elle prend les 2 clientèles. Elle frise le burn-out. Elle dit, c'est pas possible, j'arrête. Elle se fait embaucher en Saône-et-Loire, où ils ont créé un centre de santé départemental. Ils sont 170 médecins. Et elle dit, je revis. Voilà. Elle passe d'Aubagne. Même pas, on dit, c'est pas désagréable, Aubagne. La Saône-et-Loire, pas beaucoup de gens qui connaissent la Saône-et-Loire comme lieu de villégiature. Hein. Bon, et elle dit, je revis. Pourquoi elle revit? Parce qu'elle travaille en équipe. Elle fait que de la médecine. Avec un environnement qui lui facilite son exercice médical. Voilà. Donc, ça, c'est une aspiration forte chez les jeunes médecins. Donc, on a aujourd'hui la possibilité de changer le système dans l'intérêt des patients, dans l'intérêt aussi des professionnels. Voilà. Donc, il y a des solutions. La question, c'est que pour les mettre en œuvre, ça ne peut pas être avec les politiques qui ont tué le système et veulent accélérer sa mort. Tu as dû remarquer d'ailleurs qu'ils n'ont pas abordé le sujet. Pendant la présidentielle, LREM a quasiment absolument pas abordé la question, alors que c'est quand même une des préoccupations majeures des Français. C'est pourquoi c'est pour que leur électorat de boomers ne s'aperçoivent pas de l'état actuel de l'hôpital français. Je peux te dire que moi, j'ai fait la campagne pour Jean-Luc Mélenchon, et j'ai fait beaucoup de débats sur la santé. Parce qu'il y avait énormément de monde. Les gens venaient. On sort de Covid, ça peut être une préoccupation. Il n'y avait pas de problème. La question aujourd'hui, c'est que ils ont réussi à imposer le fait que c'est la pensée unique. Soi-disant, il n'y aurait pas d'alternative. Voilà. Mais s'il y a des alternatives. Et pas d'argent magique. Pas d'argent magique. Mais voilà, si on s'éloigne un peu de l'hôpital, mais pas si loin que ça, parce qu'on a mis l'hôpital, on a surendetté l'hôpital. Hein, parce qu'avant, l'hôpital... L'hôpital ne fait que suivre la même chose qu'ont suivi les autoroutes, tous les services publics, alors qu'à chaque fois, les autres l'avaient fait avant, nous adressaient des trucs, ça faisait au moins 5 ans, comme pour les autoroutes, que les Anglais disaient, c'est une grosse connerie en fait, et que nous, on dit, vous savez quoi, on va le faire. Alors là, pourquoi il ne faut pas poursuivre? Parce que là, ce qu'on a versé aux patrons pour pas qu'ils ferment leur boîte, et qui leur a permis quand même de générer des bénéfices très confortables en 2021, c'est la dette de l'État. Tout ce qu'on a dépensé pour la crise Covid, ce n'est pas la dette de l'État, c'est la dette de la sécurité sociale. Et donc cette dette, on va la rembourser sur les 10 ans qui viennent avec nos cotisations sociales. Donc c'est de l'argent en moins pour l'hôpital, pour la médecine de ville, parce qu'il va falloir rembourser la dette. Pour les patrons, c'est bon, l'État a tout pris. C'est 136 milliards quand même qui a été versé à ce qu'on appelle la caisse d'amortissement de la dette sociale, etc. Enfin, c'est ce qu'on voit sur notre fiche de paye, c'est RDS. Bon, voilà. Donc il arrive un moment donné, ça suffit. On nous explique, quand je dis l'ambulatoire, le fait qu'il faut fermer les hôpitaux et qu'on va se soigner tous en ville, ça c'est une escroquerie intellectuelle, tout comme la dette qu'on va laisser à nos enfants. La dette qu'on va laisser à nos enfants, mais un État, le budget d'un État, c'est pas le budget d'une famille. Un État, il est immortel. Une famille, on peut s'endetter jusqu'à 25 ans, sur maximum une génération. La dette de la Grande-Bretagne, que l'Angleterre avait contractée pour battre Napoléon, elle a fini de la rembourser dans les années 1950. Donc, la dette qu'on va laisser à nos enfants, c'est une escroquerie intellectuelle. Un État peut faire rouler sa dette pendant 100, 150 ans. Il n'y a pas de problème. T'es partisan du non-remboursement, toi ? Il y a une partie, oui. Genre tout ce qui a été remboursé sur les intérêts, ça dégage. Il y a une partie de la dette qu'il faut annuler, et il y a une partie de la dette qu'il faut faire rouler sur du long terme pour pouvoir effectivement ne pas se retrouver complètement étranglé à être obligé de rembourser la dette sur 10 ou 15 ans. Voilà. Ouais. Donc, on vient sur de la politique, mais parce que c'est de la bonne politique. Faut bien... Ça coûte, la santé. Bon, et où est-ce qu'on va chercher l'argent ? L'argent, il existe aujourd'hui. On dépense moins pour se nourrir, pour se vêtir, et puis pour acheter des machines à laver, parce que ça coûte moins cher qu'avant. Et on dépense plus pour la santé, pour ses loisirs, pour la retraite.
Voilà, c'est ça l'évolution de la société. C'est pas de nous dire, oh là là, il va falloir travailler jusqu'à 65 ans, voire plus, parce qu'il y a soi-disant une augmentation de l'espérance de vie, sauf qu'il n'y a pas d'augmentation de l'espérance de vie en bonne santé quand même. Hein. Et puis dire à tout le monde, la retraite à 65 ans, alors qu'entre les 5% les plus pauvres et les 5% les plus riches, il y a 13 ans de différentiel d'espérance de vie, ça suffit quoi, toi. C'est pas possible ça. 13 ans entre les 5% les plus défavorisés et les 5% les plus favorisés. En France, hein, en France, 13 ans en France. Voilà. Et alors que le différentiel moyen d'espérance de vie entre les catégories socio-professionnelles les plus favorisées et les moins favorisées diminuait depuis 40 ans, il commence à réaugmenter. Voilà. C'est-à-dire que le résultat de cette politique, c'est qu'on est dans une société de plus en plus inégalitaire. Or, une société inégalitaire, c'est une société qui devient violente. Parce que ceux qui n'ont rien à perdre, eh bien, ils se battent, y compris avec de la violence, parce qu'il n'y a que ça comme solution. Voilà. Tous les pays pauvres où il y a des grandes inégalités, eh bien, c'est les pays violents. Il n'y a qu'à voir l'Afrique du Sud, c'est un des pays les plus violents. Pourquoi ? Parce qu'il y a des très riches et des très pauvres, et que, oui, ils ont appris à vivre ensemble, mais par contre, ils n'ont pas rétabli l'équilibre social, et avec des très grandes inégalités de revenus, la personne qui est riche, dans la rue, qu'est-ce que tu veux ? C'est un portefeuille ambulant. Si tu n'as rien à perdre, si tu n'as rien à toi, tu vas l'agresser pour lui voler son portefeuille. Au moins, tu as quelque chose pour vivre pendant 48 heures. Voilà, je veux dire, qu'on me comprenne bien, je ne valide pas. Bien sûr, tout le monde l'a compris. Voilà, mais c'est forcément sociologiquement ce qui va se passer. On va prendre quelques questions du chat. Alors, c'est une question de Witizaki-san qui dit « Opinion impopulaire. L'un des problèmes de la santé en France n'est-il pas aussi que les Français ne prennent pas soin de leur santé ? Tabac, alcool, nourriture grasse, pas de sport. » C'est quoi ton avis sur toutes ces campagnes du gouvernement qui nous incitent à vivre mieux ? Parce que je sais qu'il y a des médecins qui sont en mode faites ce que vous... Enfin, vous avez envie de fumer, vous fumez. Il y en a d'autres qui sont très durs. Stigmatiser les comportements individuels, c'est l'arbre qui cache la forêt. Aujourd'hui... Et ça va jusqu'à Didier Lallemand qui dit « Tous ceux qui sont malades sont ceux qui n'ont pas respecté les règles. » Voilà, c'est ça. Sauf qu'aujourd'hui, faut être clair, ce qui rend malade, c'est notre mode de vie. Et dans notre mode de vie, c'est pas les comportements individuels. Les comportements individuels jouent, mais c'est des conditions de travail qui rendent malade. Il y a de la data là-dessus. Oui, bien sûr. Travailler 55 heures ou plus par semaine représente un grave danger pour la santé. Un constat dressé par l'Organisation mondiale de la santé. Au-delà des 40 heures de travail par semaine, les risques de maladies cardiaques ou d'accidents vasculaires cérébraux augmentent. Les détails avec Vincent Jamoul et Julien Raoui. L'OMS estime qu'en 2016, une personne sur 10 a presté des journées de travail très longues en atteignant ou en dépassant 55 heures par semaine. Cela concerne 480 millions de personnes dans le monde. Parmi ces personnes, 745 000 seraient décédées à cause de cette surcharge de travail. Aujourd'hui, on n'a plus la pénibilité liée au charbon, à la machine à vapeur, à la mine, etc. Mais le stress au boulot, ça, c'est un facteur de risque majeur. Or, les maladies qui ont le plus augmenté ces dernières années sont les maladies psychiatriques. Le stress qui débouche sur les maladies psychiatriques, qui est un des principaux facteurs des maladies cardiovasculaires, quand même, le stress. Quand on est stressé, eh bien, on fume plus facilement, on boit plus facilement, parce que c'est un antidépresseur, l'alcool, donc en vente libre. Donc, tout ça, oui, il y a des facteurs individuels, mais il y a des facteurs collectifs. Et si on veut effectivement avoir une politique de santé publique qui soit adaptée, il faut prendre les deux en même temps. Et pas regarder le petit bout de la lorgnette en disant c'est parce que tu manges trop gras, que tu fumes, que tu bois, que tu es malade. Non, c'est la personne, c'est un tout. Et quand on passe 8 heures par jour au boulot, les transports, des conditions de logement inadaptées, etc., tout ça, ça influe sur l'état de santé. Alors, on a une question de Megaman X qui nous dit « Je suis étudiant psychomotricien et voir un épisode comme ça me révolte plus que d'habitude. J'aimerais bosser dans le public par conviction, mais j'ai peur de devoir attaquer par le privé pour manger plus que des pâtes. » Oui, c'est clair triste avenir. Qu'est-ce que tu conseillerais à cet étudiant qui va devoir commencer dans le privé et qui a l'envie, la conscience citoyenne de faire du public? Ce qu'il faut, c'est qu'il trouve sa place dans le public ou dans le privé et qu'il milite pour faire évoluer le système dans le bon sens.
Voilà, c'est dans les professions de santé, il y a beaucoup trop d'individualisme. Voilà, faut jouer collectif au sein de sa profession, mais surtout en interprofessionnel. Ouais, ok. On a une question de Hibou Bleu qu'on remercie beaucoup pour son très généreux don Tipeee, qui dit un grand merci pour tout le taf que vous faites avec l'équipe, c'est top. Je suis interne en psychiatrie et je rejoins mon collègue sur le triste état de l'hôpital. Bientôt la T2A en psy, donc les hospitalisations plus courtes pour... Ah oui, plus de passages aux urgences. C'est pas une question, c'est un témoignage. Je lui dis visiblement que la T2A arrive en psy. Ah oui, alors ça c'est du n'importe quoi. C'est quoi cette histoire alors donc on va dire que le schizophrène... Mais attends, là c'est dingue parce que T2A, je vois, tu te casses un genou, c'est 500, tu ponds un gosse, c'est 1005. Mais là, c'est le schizophrène à 800, le TDAH à 400, le pervers narcissique à 2000. C'est comment ça marche? C'est ça? Ça n'existe pas, la pervers narcissique. On codifie les soins. Il faudra soigner les gens dans le cadre de ces codes et il ne faudra pas qu'ils coûtent plus cher. On va savoir s'il y a qui entre un schizophrène et un sociopathe coûte le plus cher. Donc en fait, la solution, elle est assez simple. Hein. C'est ce que font aussi les quelques personnels de santé qui en EHPAD. C'est comme ils n'ont pas d'autres moyens pour pouvoir au moins assurer une vie pas trop... pas trop dégradée aux personnes âgées qui sont agitées. On n'a pas le temps, les Alzheimer en particulier, comme on n'a pas de personnel pour les accompagner, on les shoot aux médicaments et comme ça, ils dorment dans le fauteuil. Et donc, pour les patients psychiatriques, plutôt que de leur faire de la psychothérapie, on leur donnera une bonne grosse dose de médicaments. On va revenir au système du... Voilà, pour la camisole chimique, ça s'appelle. Voilà, on va revenir au vieux système, c'est modulo, les électrochocs. La question, c'est, là, on veut standardiser les patients. Les seuls qu'on peut standardiser, petite anecdote, ceux qui ont standardisé et industrialisé la médecine, c'est les soviétiques. Qui ont été les promoteurs de l'intervention sur l'œil pour la myopie, ce qu'on appelle la kératotomie. C'est eux les premiers. C'est eux les premiers. Et ils avaient créé, donc du temps de l'Union soviétique, ils avaient créé une clinique à Moscou où ils faisaient venir des gens du monde entier pour faire rentrer les devises. Et le patient était sur un brancard, sur une chaîne. Et il passait d'un soignant à l'autre parce que c'est des gestes très standardisés. Bien sûr. Non. Bah oui, tapis roulant façon. Voilà. Non, c'est génial. Bien sûr. Enfin, c'est génial. Mais sauf que ça n'existe que pour quelques pathologies. Voilà. Donc. Les trucs de la cornée. La cataracte. Enfin voilà. Des choses comme ça où on peut standardiser. Mais autrement, c'est compliqué. Alors. Là, faire une opération du cœur. Tu peux dire. Alors toi, tu ouvres, toi t'enlèves, toi tu remplaces. Donc on voit bien que cette logique de production industrielle est complètement délétère puisqu'elle génère aussi ce mode de financement là dont on a parlé est complètement associé à cette logique productiviste industrielle de la médecine. Ok. Tu as dit dans une tribune au Figaro que c'était les fossoyeurs de l'hôpital qui venaient après, je te cite, tirer la sonnette d'alarme. Oui. J'en ai. On balance les noms ou pas? Même si on sait que c'est Jean Castex et Martin Hirsch. Non. Oui, voilà. Martin Hirsch, voilà. C'est toi qui l'as cité. Ah bah voilà. Un ami. Est-ce que c'est normal alors que Martin Hirsch, qui est directeur de la PHP, soit toujours en poste après le Covid ou pas? Que lui soit en poste ou un autre, de toute façon, ça change pas grand-chose. Oui, mais pourquoi Martin Hirsch spécialement? Parce que Martin Hirsch, il est quand même plus que les autres salopards. Le problème, c'est qu'il est directeur du plus grand hôpital d'Europe, l'assistance publique. C'est quand même 90 000 salariés. 90 000 salariés. Il avait une aura sociale, monsieur RSA, ancien président d'Emmaüs, voilà. Sauf que il a eu un comportement inacceptable. Plusieurs responsables politiques demandent la démission de Martin Hirsch, le patron des hôpitaux de Paris. On en a beaucoup parlé hier, qui a remis en cause cette semaine la gratuité des soins pour les patients non vaccinés en réanimation. Romain Cluzel. Parmi les critiques les plus acerbes, Marine Le Pen. Pour la candidate RN, les propos de Martin Hirsch ne passent pas. Je pense qu'il devrait être remplacé, car ce propos est absolument indigne à la place qu'il occupe. La députée insoumise Danielle Obono, elle aussi, réclame le départ de Martin Hirsch, une demande balayée par la porte-parole LREM, Maud Bréjon. De son côté, le ministère de la Santé se refuse à tout commentaire. Si aujourd'hui, l'assistance publique est l'hôpital qui manque le plus de personnel, avec des démissions en masse, c'est parce qu'il a imposé une nouvelle organisation du temps de travail, refusée par la majorité des syndicats, de manière autoritaire, qui a complètement déstructuré les équipes et qui a fait partir les soignants. Pour éclaircir les choses,
c'est que quand on est à l'hôpital, c'est les 3-8. On a 3 équipes. Matin, après-midi, nuit. Et nuit, oui. Donc on arrive, en général, quand on arrive, on fait la nuit ou l'après-midi, et puis on termine sa carrière le matin. Voilà, c'était comme ça que ça se passait. C'est pour une majorité de soignants, mais ils pouvaient organiser leur vie. Voilà. Tu es du matin, tu t'organises ta vie. Bon. Là, il a dit non, c'est pas équitable. Donc moi, je suis pour l'équité. Oh, donc l'équité, c'est la grande équipe. Donc on n'est plus affecté à une équipe du matin, de l'après-midi ou de nuit. En fonction des besoins, on travaille du matin, de l'après-midi, de temps en temps on fait les nuits. Bon, quand le personnel est à 80% féminin avec charge de famille, ça complique un peu la vie. Donc les gens s'en vont. Et c'est aussi une des raisons qui explique les défections. Et indépendamment de ça, Monsieur Hirsch a fermé un nombre d'hôpitaux incroyable, un nombre de sites incroyable. Il est en train d'en fermer encore sous l'argument qu'il n'y aura pas assez de personnel, alors que le syndicat CGT de l'établissement a montré qu'on pouvait laisser l'hôpital ouvert, qu'un hôpital de gériatrie qui s'appelle la Collégiale, ils veulent fermer cet hôpital de gériatrie en disant on n'a plus assez de personnel pour le faire fonctionner, donc on ferme. Voilà. Comme si on n'avait pas besoin de gériatrie dans la période. Voilà, donc Martin Hirsch, c'est l'archétype. Bon, d'abord, lui, c'est pas qu'un directeur d'hôpital, c'est un politique. Hein. Il a été ministre de Sarkozy, après, il était plutôt avec les socialistes. Toi aussi, t'es politique et t'es médecin. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je suis constant. Voilà, lui, il rêvait d'être ministre de la Santé. Il n'a pas été ministre de la Santé alors qu'il était dans l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron. Puis finalement, on a choisi Agnès Buzyn, puis après Olivier Véran. Et lui est resté à l'assistance publique. Quelle humiliation. Donc, il est très aigri, voilà, ce monsieur. Donc voilà, donc, à la fois, il y a la fonction et il y a l'homme. Voilà, on peut respecter l'homme et puis voilà, se battre contre lui parce qu'il est dans une fonction où on est opposé à la politique qu'il mène, qu'il y croit ou qu'il n'y croit pas. Là, d'une part, il veut être le premier de la classe, donc il va même plus loin en termes de restructuration, de casse de l'hôpital public que ce qui lui est demandé pour être le premier de la classe. Et en plus, il n'a pas d'honneur, donc il n'est pas respectable. Donc ça fait quand même beaucoup. Pour un seul homme. Histoire de conclure, qu'est-ce que tu vois comme avenir à court, moyen et long terme pour l'hôpital français? En scénario optimiste, en scénario pas optimiste, et puis peut-être résumer tout ce que tu proposerais, tout ce que la France Insoumise, juste point par point, ce qu'on a dit dans la vidéo, pour qu'en 10 secondes, les gens ils aient un truc à dire à table, à mamie qui fait chier ou à papy qui dit « mais ça va très bien les petits jeunes ». Eh bien, si effectivement on poursuit la politique qui est menée là depuis 30 ans, avec Macron, qui l'accélère quand même, c'est une accélération, on va vers la catastrophe. Et les catastrophes, c'est les morts. Oui. Il y aura des morts, voilà. Bon. Parce qu'il y en a. Oui, mais il y en aura plus. Enfin, il y a des morts évitables. Donc là, ce qu'il faut, c'est qu'on revienne aux bases de ce qui a fait l'excellence de notre système. Okay. C'est quoi? C'est le service public, avec une juste répartition des moyens sur le territoire, en prenant en compte les inégalités territoriales. Et quand il y a des inégalités territoriales, il faut des mesures inégalitaires. Maintenir un hôpital à Auch, qui est une petite préfecture, ça coûte plus cher que maintenir un hôpital dans une métropole comme Toulouse. Oui. Voilà, donc il faut se donner les moyens parce qu'il y a besoin d'un hôpital à Auch et il y a besoin aussi d'un hôpital à Toulouse. Oui. Voilà. Bon. Donc c'est de l'aménagement du territoire. Oui. Donc ça peut se faire que dans le cadre du service public. Donc c'est la fin des activités privées à but lucratif. On ne dit pas nationalisation des cliniques ou des EHPAD. Quelle sera la différence alors? En France, la réalité, c'est que le service public peut être assuré soit par une administration, avec des fonctionnaires, ou par des structures associatives à but non lucratif, fondations, etc., voilà, qui ont un financement de l'État, mais qui ont une certaine autonomie de gestion contractualisée avec l'État. Ça, c'est l'histoire de la France, et nous, on ne souhaite pas tout étatiser. Voilà. Mais par contre, plus de financement sécurité sociale si on est à statut à but lucratif, que l'on soit EHPAD ou clinique. Et là-dessus, on fera un référendum. Tu seras gagné. Voilà, ce serait majoritaire. Voilà. Et on veut un financement intégral par la sécurité sociale. On n'a pas besoin d'assurance maladie complémentaire, de surcomplémentaire. Tout ça, ça génère des frais de gestion énormes. On peut gagner de l'argent. On peut faire mieux à budget constant s'il y a un seul collecteur des cotisations qui s'appelle la sécurité sociale, un seul payeur qui s'appelle la sécurité sociale. Donc ça, c'est les grandes mesures. Ensuite, comment on organise tout ça? Eh bien, on crée des centres de santé où il y a des médecins, des infirmières, des kinés, des psychomotes, du personnel social, avec du personnel administratif, technique, logisticien, voilà, donc pour que chacun fasse son métier, mais de manière collective, qu'on implante là où il y a des besoins, pour que voilà, il y ait un maillage du territoire. Il faut qu'il y ait des hôpitaux de proximité.
Un hôpital de proximité, c'est pas ce qu'on nous vend aujourd'hui, ce que nous vend la loi santé là, qui est en train d'être mise en place. Un hôpital de proximité dans la loi Macron-Buzyn, c'est un hôpital où il n'y a pas d'urgence la nuit, où il n'y a pas de maternité, où il n'y a pas de chirurgie. Il y a un distributeur à boissons fraîches. Voilà, donc ça fait quand même, il reste des vieux, enfin bon, il n'y a pas grand-chose. Oui. Donc non, nous, un hôpital de proximité, c'est de MJC, quoi. Les urgences, ça va être ouvert H24. Voilà. Il doit y avoir de la chirurgie principalement ambulatoire. La chirurgie lourde, elle se fait dans l'hôpital, qui a un plus gros plateau technique, la chirurgie ambulatoire, une maternité de proximité. Et puis, les services classiques, un peu de la médecine, un peu de psychiatrie, voilà, pour répondre aux besoins de proximité. Et ensuite, il y a l'hôpital départemental, ou plusieurs hôpitaux départementaux, s'il y a plusieurs métropoles, puis le CHU. Et chacun, voilà, dans le cadre d'un maillage. Et tout ça assuré par du personnel qui a le même statut et qui peut un jour travailler dans le centre de santé, le lendemain à l'hôpital, y compris ce qu'on propose, c'est que les spécialistes, eh bien, il est dans son hôpital de proximité, le spécialiste, il va aller faire quelques consultations dans le centre de santé de demi-journée par semaine. Voilà. Et le médecin, le centre de santé, il peut être installé au rez-de-chaussée de l'EHPAD, comme ça, le médecin s'occupe et des résidents de l'EHPAD et les consultations l'après-midi pour la population. Voilà, c'est du bon sens ce qu'on propose. Et avec un financement unique par la sécurité sociale, rien que les frais de gestion des mutuelles, ce qu'on appelle mutuelles, qui sont l'assurance maladie complémentaire, les frais de gestion, c'est 8 milliards d'euros. Si cet argent est collecté directement par la sécurité sociale, on économise 8 milliards d'euros. C'est pas rien. C'est pas rien. Voilà. Donc, et qu'on explique aux gens ce que sont les médicaments, une grosse ce que sont, soi-disant, les charges sociales. Il n'y a pas de charge sociale. On a un salaire. Notre salaire, c'est ce qui est sur la droite de la fiche de paye, s'appelle le coût total employeur. Il n'y a pas des cotisations ouvrières, cotisations salariées et des cotisations patronales. Non, c'est une partie de notre salaire qui représente 30% de notre salaire qu'on verse dans une caisse qui s'appelle la sécurité sociale pour être soigné quand on est malade, pour toucher les allocations familiales quand on a des gamins et pour payer la retraite quand on est vieux. Voilà, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Si on retourne aux États-Unis, un smicard, il dit je gagne 2 000 euros parce qu'il touche la totalité de ce que lui doit son patron. À lui de se prendre une assurance santé et de payer un fonds de pension. Donc il n'y a pas de charge patronale. C'est notre pognon. C'est à nous, on est à droit. Et donc, comme c'est à nous, on décide de le mettre dans une caisse qui s'appelle la sécurité sociale. Est-ce que ce serait un doux rêve là d'islamo-gauchiste ou je ne sais pas quoi? Eh bien, ce système-là, géré par les cotisants, ça existe dans 3 départements français. C'est le régime particulier Alsace-Moselle, qui date de Bismarck. Et Bismarck, ce n'était pas un philanthrope, mais il savait qu'il fallait qu'il puisse bien soigner ses ouvriers pour qu'ils soient en forme pour produire des bons canons. Eh bien, l'Alsace a raison une fois de plus. Merci d'être venu nous voir. J'espère que la plupart d'entre vous ont pu avoir des réponses à certaines questions qui revenaient beaucoup dans les commentaires et que, eh bien, en dépit de ce bilan, mais on ne s'attendait pas forcément à être surpris par ça, assez mauvais de l'état de l'hôpital français. Il reste en tout cas des pistes pour permettre d'améliorer, de sauver les meubles, à condition que Emmanuel Macron puisse être mis un peu dans une situation d'opposition ces prochaines années. Merci d'être venu nous voir, expliquer un petit peu tout ça aux gens. Merci à l'invité, merci à l'équipe technique, merci Cognac Jet, à vous les studios.